Bonjour à tous, je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idbooks.com qui est un site d'information sur le livre, la culture et l'actualité de la tech. Et je suis également conseil en édition, en communication, en marketing, notamment pour la chaîne du livre, pour les éditeurs. Donc bienvenue à tous à cette table ronde qui va promettre des échanges intéressants et j'espère des découvertes pour certains d'entre vous. On va parler réseaux sociaux sous un angle un petit peu différent. C'est-à-dire que pour les maisons d'édition, les auteurs indépendants, avoir une présence sur les réseaux est devenu indispensable et incontournable. Mais comment on fait quand on est un éditeur de petite taille ou de taille moyenne? Comment on fait quand on est un auteur indépendant pour pouvoir avoir une présence sur les réseaux et parfois on n'a pas de ressources en interne, donc on n'a pas de personnes dédiées. Donc on va essayer de montrer aujourd'hui et de vous donner quelques clés déjà pour comprendre ce qu'il est possible de faire, hein, et puis ensuite quelques clés pour essayer de voir comment éventuellement vous pourriez vous organiser dans vos maisons d'édition sans que ça vous coûte très cher, de pouvoir, je ne peux pas dire que ça sera gratuit parce que le web n'est pas gratuit, tout le monde le sait, mais essayer de voir des options, des solutions pour approcher les réseaux, approcher aussi les influenceurs, approcher tout ce monde en fait qui soit hashtag BookTok, hashtag Bookstagram sur Instagram, etc., etc. Donc on va avec nos invités, on va vous dresser un petit peu un état des lieux déjà avec Yasmina Boucaud, qui est éditrice, qui nous vient de Belgique, et elle est éditrice pour la maison d'édition Le Lion Zélé, qui a été lancée, je crois, il y a 5 ans. Donc, qui est une maison d'édition globalement généraliste, de littérature générale, qui fait aussi de la jeunesse, donc c'est assez complet. Romane Barthes, qui est à ma gauche, qui, elle, est la cofondatrice du réseau social littéraire, donc dédié à la littérature, qui s'appelle Blindy, c'est comme ça qu'on le dit, ou Blindy. Blindy, ok. Donc Blindy. Donc Blindy, c'est un réseau social qui a été lancé, une appli, et qui veut toucher, inciter les jeunes, elle va nous en parler, à lire plus, et puis surtout à promouvoir aussi, à mettre en lumière les éditeurs et les auteurs. Et puis Benoît de la Bourdonnais, qui est le DG de Nuxos Publishing, qui, lui, va nous parler d'une solution qu'il a mise en place sur TikTok pour que les éditeurs, les libraires et les auteurs puissent vendre leurs livres en direct dans ce qu'on appelle TikTok Shop. Donc, on va commencer tout de suite avec Romane. Je vais vous demander un petit peu de nous expliquer ce qu'est votre réseau social. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'ADN de ce réseau et pourquoi vous avez pensé à le créer? Alors du coup, Bindly, c'est une application littéraire, donc réseau social et recommandation de livres, qui est sortie il y a à peu près 1 an. Aujourd'hui, on compte 100 000 lecteurs sur la plateforme. Et du coup, l'ADN de Bindly, c'était vraiment de donner envie aux jeunes de lire plus de livres, rendre la lecture un petit peu plus sexy et moins scolaire. Donc on a essayé de faire une application très belle, très facile d'utilisation, et on a ajouté une énorme partie sociale à celle-ci pour justement donner envie aux jeunes d'échanger autour du livre, que ce soit pas une activité forcément solitaire. Et du coup, au-delà de ça, on a toute une partie recommandation de livres. Et du coup, pour celle-ci, on a repris les codes des applications de rencontres. Donc en fait, on va avoir des livres recommandés et on va pouvoir matcher en swipant soit à droite, soit à gauche si le livre nous plaît. Voilà. Du coup, swiper, on a une petite carte et comme sur les applications de rencontre, on swipe à gauche si le livre ne nous plaît pas et on swipe à droite si le livre nous plaît. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui adhèrent à votre réseau? Alors du coup, comme je dis, on a 100 000 lecteurs inscrits sur l'application. Et aujourd'hui, on est exclusivement sur mobile, pas encore sur web, donc 100 000 personnes sur l'appli.
Alors, pour Romane, vous avez vu, c'est quand même quelque chose vraiment un réseau qui se distingue des Insta, Facebook, Twitter aussi, et évidemment de TikTok. Yasmina, votre maison d'édition, elle existe depuis 5 ans et vous êtes basée en Belgique. Comment vous touchez votre public? Comment vous arrivez à capter vos lecteurs? Alors, il n'y a pas uniquement les lecteurs qu'on doit capter, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est à la fois se faire connaître des lecteurs, parce qu'il y a une vente directe par rapport à la boutique en ligne de la maison d'édition, mais c'est aussi se faire connaître de la part des libraires, c'est aussi se faire connaître des réseaux professionnels, parce qu'en fait, tout ça a un lien intrinsèque, en tout cas pour les maisons d'édition, et on ne sait pas être connu d'un côté, ne pas être connu de l'autre. Donc, on doit multiplier dès lors les différentes possibilités que l'on a entre les Facebook, les LinkedIn pour l'aspect plus professionnel des choses, mais aussi les contacts beaucoup plus directs et les petites plateformes locales. Et alors quelque chose que on oublie parfois dans ce monde numérique, mais c'est quasi le porte-à-porte du monsieur qui vendait l'aspirateur avant, ou les assurances, où effectivement il faut aller voir les libraires, il faut rencontrer des gens, il faut comme les politiciens, faire un petit tour de marché le matin, voilà, un petit peu parler de ses livres, de son activité. Donc il y a tout un côté à la fois virtuel et à la fois physique qu'il faut mettre en place pour que ça ait du sens. Et vous faites énormément de salons aussi. Alors on fait énormément de salons. Je pense que on a aussi une vision en tant que maison d'édition qui est assez unique en Belgique, parce qu'on fait des salons internationaux. Et quand je dis internationaux, c'est Kuala Lumpur, New York, donc c'est la France certainement, parce que nous sommes voisins et que j'ai presque envie de dire qu'on se sent chez soi quand on vient chez vous. Mais on va beaucoup plus loin dans les communautés d'expats, mais pas uniquement. On travaille avec l'Alliance française pour justement apporter d'autres thématiques et d'autres auteurs dans ces pays où ils sont un petit peu plus... Enfin, ils ne sont pas vraiment isolés, parce que c'est vrai qu'il y a toujours Amazon ça, ou d'autres plateformes, Bolt ou autres, mais c'est quand même pas la même chose lorsque les gens peuvent rencontrer les auteurs. Et donc la maison d'édition emmène les auteurs dans ces pays-là au sein de séances de dédicaces et avec un aspect culturel que l'on reprend après en post pour en faire des stories, pour en faire des petites vidéos et à ce moment-là réalimenter les réseaux. Parfait. Benoît, donc de votre côté, votre société a lancé un concept innovant afin de permettre aux éditeurs, aux auteurs et aux libraires de vendre des livres sur TikTok. Donc le petit nom, c'est TikTok Shop. Donc c'est une boutique en fait sur le réseau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, sachant qu'aujourd'hui, en tous les cas à date, ça avait fait beaucoup de bruit quand ça a été lancé, puisque le groupe Hachette s'était lancé dans le fameux TikTok Shop. Donc c'était au mois de juin de mémoire. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce concept et pourquoi vous avez pensé à lancer en fait un tel outil? Oui, donc juste pour préciser, donc nous c'est Nuxos Publishing Technology. On a 3 métiers. Le principal, fabricant logiciel, avec EasyBook, qui est une solution e-commerce à destination des libraires et des éditeurs, qui existe depuis de longues années et qui est vraiment spécialisé métier du livre. EasyOnix, qui est un outil de métadonnées pour gérer les métadonnées du livre. On fait aussi de la fabrication de workflow dans le domaine de l'intelligence artificielle. Notre deuxième métier, c'est distributeur de livres numériques. Et notre troisième métier, c'est un studio éditorial et graphique dédié aussi au secteur du livre. Ce qui va nous intéresser, c'est EasyBook, puisque c'est la partie e-commerce. Donc en fait, on gère des boutiques pour les libraires, pour les éditeurs depuis de nombreuses années. Et donc on est spécialisé dans la vente directe. L'idée de TikTok Shop, qui s'est lancée après l'été de cette année, tout secteur confondu, on peut ouvrir aujourd'hui, quand on est un professionnel, une boutique TikTok Shop. Nous, on a souhaité faire un partenariat, être un partenaire technique de TikTok Shop pour être en capacité de lier nos boutiques, enfin les boutiques de nos clients, donc éditeurs et libraires, sur TikTok Shop, sachant qu'il y a 2 phénomènes différents. Pour l'éditeur, il s'agit de représenter son catalogue.
pour le libraire, il s'agit, par rapport à notre offre, de valoriser son stock, c'est-à-dire son choix éditorial. Ça, c'est le parti pris qu'on a fait. Pourquoi TikTok Shop? Parce que par rapport à toutes les plateformes sociales, c'est un endroit qui a connu un phénomène important, avec le phénomène BookTok, qui a démontré, à mon avis, par la manière dont la plateforme est faite, que ça devenait un outil réel de prescription littéraire. Certes, sur des cibles qui sont plutôt jeunes, entre, je dirais, 20 et 40 ans. Oui, la Gen Z. Voilà. Mais ce qui fait que ça fonctionne, nous, notre métier, c'est d'aider les éditeurs, les libraires. Alors, Elisabeth a parlé des auteurs tout à l'heure, parce qu'on travaille à une offre pour que les auteurs puissent en bénéficier, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas ouvrir une boutique TikTok Shop. Et donc, on essaye de centraliser ça. Mais ce qui fait que TikTok Shop aujourd'hui est une plateforme intéressante, c'est le format vidéo, qui est un format aujourd'hui qui concurrence. Alors, la lecture, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le livre, mais en l'utilisant, on peut justement rapprocher les deux mondes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, c'est toute la partie authenticité de la vidéo et de l'histoire qui permet ou qui donne envie d'acheter un livre ou de le lire. Voilà. Et donc, l'offre, pour terminer, la relation avec les boutiques de nos clients, c'est qu'en fait, on automatise l'envoi des catalogues sur la boutique pour éviter la saisie par l'éditeur ou par le libraire. Et on envoie les stocks aussi des livres. Et en retour, on réceptionne les commandes qui sont faites sur la plateforme vers la boutique de l'éditeur ou vers la boutique du libraire, ce qui lui permet d'avoir un seul et même endroit pour consulter ses ventes et éventuellement les lier à ses outils logistiques, etc. Voilà. Et l'éditeur est autonome. L'éditeur ou le libraire, une fois que c'est monté. En fait, ils créent leur boutique sur TikTok de manière autonome, avec, je dois le dire, un onboarding, c'est-à-dire chez TikTok Shop, qui est pas forcément évident sur le plan administratif. Hein, ils n'ont pas simplifié l'onboarding avec notre partenariat technique qui permet de le connecter à la plateforme. Ok. Donc, Romane, vous, de votre côté, vous proposez des opérations de visibilité aux éditeurs, peut-être aux auteurs aussi, et de communication. En quoi ça consiste et combien ça coûterait à un éditeur qui serait intéressé pour avoir une visibilité autre que sa présence sur le réseau? Alors du coup, on a effectivement des offres de mise en avant pour les éditeurs. Donc on va proposer plusieurs formats. On va avoir l'envoi de notifications directement sur le téléphone. On va avoir une pop-up à l'entrée d'accueil. Et on va aussi avoir de la mise en avant sur nos réseaux sociaux, puisqu'on a aussi une grosse communauté littéraire qui nous suit sur TikTok et sur Instagram. Et donc le prix va énormément varier. Ça va dépendre déjà de la taille de l'audience. Donc on peut toucher par exemple, on va dire de 1000 personnes à 10 000 personnes en fonction du format. Et ça va aussi varier énormément en fonction du ciblage qu'on va faire. En fait, l'avantage qu'on a et du coup qui va nous différencier de la mise en avant sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook, ça va être que nous, on sait exactement ce que le lecteur a lu, ce que le lecteur a aimé et ce que le lecteur n'a pas aimé. Donc au lieu de se baser sur des données démographiques comme la personne qui lit de la romance va être une femme de 24 à 30 ans, on va plutôt se baser sur ce qu'elle a lu et ce qu'elle a aimé. Donc par exemple, pour proposer la sortie d'une nouvelle romantasy, on va le proposer à des personnes qui ont aimé et de la romance et de la fantasy. Donc du coup, ce ciblage a forcément un prix. Et aussi, le prix va dépendre si on prend à l'unité ou si on prend des packs. Nous, on va plutôt favoriser les packs, par exemple, prendre une notification avec de la mise en avant sur les réseaux sociaux. Comme ça, le multiplateforme va aider aussi pour le lancement du livre. Donc, pour les prix de base, je dirais on va dire un ciblage vraiment basique par genre. Et pour toucher, on va dire à peu près 2000 personnes, je dirais que ça va commencer autour de 3000 euros. 3300 euros, pardon, c'est mieux, oui. Ouais, non, au lieu de 300 euros. Et du coup, on va dire pour les plus grands ciblages, ça peut aller jusqu'à 1500 euros à peu près. Voilà. Donc en fait, c'est une campagne de visibilité. Elle dure combien de temps? C'est aussi le prix fonctionne en fonction du temps ou c'est juste du 24 heures en one shot? Alors
Alors, du coup, le prix, ça va varier en fonction du format. Par exemple, la notification, ça va être le nombre de personnes à qui on l'envoie. Pour la pop-up, ça va être le nombre de personnes qui vont, par exemple, cliquer sur le lien de redirection. Et pour le réseau social, ça va être en one-shot, du coup, le post publié. Ok. Donc vous voyez, hein, il y a quand même des ouvertures possibles avec des niveaux différents en fait. Vous êtes très dans le quali et dans le thématique. Yasmina, vous mettez en œuvre au fur et à mesure, depuis le lancement de la maison, une véritable présence sur les réseaux sociaux. Vous avez privilégié certains réseaux plutôt que d'autres, après en avoir testé plusieurs. Au-delà des actions de votre maison d'édition, quel est le rôle des auteurs? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous organisez entre vous, votre community manager sur les réseaux, et puis les auteurs aussi, la communauté d'auteurs qui publient des livres chez vous et qui sont apparemment très impliqués? C'est un peu le pari qu'on a fait au départ de la création de la maison d'édition, de vraiment jouer sur le côté familial et le côté interactif auteur et maison d'édition. Donc de ne pas avoir un clivage, mais aussi d'avoir une communauté, je dirais, entre les auteurs, d'entraide. Donc vraiment leur faire comprendre, ce n'est pas parce que vous allez mettre en avant le livre de votre collègue ou de votre consoeur que vous aurez moins de succès. Ce n'est pas parce que... Mais par contre, ça va entraîner... C'est un peu comme une maison autonome. Donc, c'est vraiment généré au sein de la communauté d'auteurs. Vraiment le ping-pong. Tiens, il m'a fait plaisir. Il a mis en avant mon livre. Il l'a lu. Bien, je vais lui rendre l'appareil. Ce même phénomène, on le voit au sein des salons où la plupart des auteurs connaissent les livres des autres auteurs et peuvent très bien rediriger un client en disant « Ah ben oui, vous cherchez plutôt... un livre d'histoire, eh bien voilà, c'est plutôt mon collègue qui en écrit ou voilà ce qu'on peut vous offrir. Ça a une richesse incroyable parce que du coup, avec, je dirais, un minimum de personnes, en fait, c'est logarithmique, on touche énormément de gens. Donc, c'est pas le Facebook d'une personne, c'est pas le Facebook d'une page d'auteur, mais du coup, ce sont tous les amis, c'est vraiment une interaction qui est hyper importante. Alors, on a évidemment des auteurs qui sont, je dirais, plus à même de se sentir à l'aise avec les réseaux sociaux et qui vont eux-mêmes faire des vidéos et donc on va aussi les aider et on va tirer profit de leur talent aussi, on va leur proposer aussi de faire beaucoup plus de choses et puis on a les ultra timides et ceux voilà, qui veulent rester dans l'ombre que l'on respecte mais il y a toujours cette bienveillance et il y a toujours cette mise en avant des uns et des autres et je pense que c'est hyper important certainement dans un monde numérique et certainement dans un monde qui est en fracture au niveau social. C'est donner une autre image que simplement l'image commerciale du livre, bien qu'évidemment on ait tous la même envie d'avoir un petit peu de succès, d'être lu et de voir quand même des droits d'auteur intéressants qui tombent à la fin de l'année. Donc justement, je reste avec vous, Yasmina. Vous avez mis en place une stratégie simple, mais apparemment efficace, qui commence à payer, c'est-à-dire il faut du temps. Quand on est sur les réseaux, il faut beaucoup de temps pour s'installer, pour fidéliser, pour publier, etc. C'est quand même un peu chronophage. Vous avez mis donc une stratégie en place, vous allez nous dire sur quel réseau. Comment faites-vous pour être présent, tout en apportant une certaine originalité et en maîtrisant les budgets? Alors on a fait les erreurs de débutants comme tout le monde, hein, c'est-à-dire être une toute petite maison d'édition, avoir 2-3 auteurs et puis s'entendre dire par l'une ou l'autre agence mais moi je vais vous faire le buzz, vous allez faire un succès pas possible. C'est surtout mon banquier qui a fait le buzz, mais voilà, moi pas vraiment. Donc je me suis vite rendu compte. Par exemple du sponsor sur Facebook?
Alors, du sponsor sur Facebook, mais alors, oui, pas que ça, des agences de communication qui parlent de relance numérique, qui viennent avec alors des plans très très bien ficelés, avec même l'aide du gouvernement, un apport financier du gouvernement. Donc, on se dit, ah mais oui, chouette, le gouvernement met autant, donc moi, j'aurais pas beaucoup. En fait, on se rend compte qu'on met autant que le gouvernement, mais qu'on n'est pas le gouvernement. Légère nuance. Donc, c'est vrai qu'on a essayé toutes ces choses-là. Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est pas si simple que ça a l'air anecdotique, mais c'est vrai, Elisabeth l'a encore utilisé maintenant avec Romane, quel est l'ADN de... je crois qu'il faut pour une maison d'édition vraiment trouver quelle est sa particularité. Il faut trouver le ton avec lequel on va toucher ses lecteurs. On ne peut pas être à la fois docte, à la fois comique, à la fois, on doit avoir quelque chose, mais qui nous correspond, parce que sinon on donne l'impression de jouer un rôle et soi-même on n'est pas à l'aise avec les postes que l'on fait. Donc on a d'abord trouvé une image. Le lion zélé nous a très fort aidé, et là c'est vrai que la belgitude nous a fort aidé parce qu'on aime bien ce côté surréaliste, ce côté un petit peu décalé. Alors évidemment ça passe ou ça casse, mais c'est voilà, ça montre au moins au lecteur l'identité de la maison d'édition, et quelque part on attire la communauté de lecteurs, d'auteurs qui va adhérer ou pas à ce concept-là. Et vous publiez quel genre de contenu ? Alors là, on est très 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 varié, et selon le média. C'est-à-dire que sur Instagram, on va préférer le visuel, parce qu'on a aussi pris le parti de faire des couvertures de livres qui sont très visuelles, qui sont très très soignées. Chacune est une véritable œuvre d'art. On passe des heures et des heures en discussion avec l'auteur, avec le graphiste, pour vraiment trouver ce qui va convenir au livre. Donc Instagram, c'est vrai que c'est plus le support adéquat. Facebook, énormément. Facebook, on a un apanage beaucoup plus grand, parce que déjà on peut mettre un peu plus de contenu phrasé que sur Instagram, et donc on peut multiplier les posts entre des posts de présentation d'auteurs, de mise en avant de livres, mais aussi d'événements. On met aussi un peu de storytelling, parce que voilà, la vie a la chance de nous apporter mille et une gageures dont il faut pouvoir rire, et quand on arrive à les transformer en situation comique, ça crée un lien avec les lecteurs qu'ils apprécient beaucoup. Donc on n'a pas trop peur du ridicule, on se dit qu'on n'en mourra pas, mais qu'à l'inverse, le lecteur va retenir l'une ou l'autre anecdote. Donc on essaie vraiment de se diversifier dans le contenu que l'on fait, mais on s'adapte au livre. C'est sûr que lorsqu'on est dans un livre de théâtre ou autre, on n'aura pas le même ton que si on est sur un livre jeunesse ou sur un auteur. On a aussi une autre chance, ça c'est dans la sélection, c'est la sélection des auteurs, mais c'est le livre qu'on sélectionne, donc mais il y a quand même l'auteur derrière. On essaie de tirer un petit peu profit de ce qu'ils ont au départ comme la vie. Et donc, soit on a des comédiens, soit on a des gens qui ont, voilà, qui s'occupent de mille et une autres choses, et on met en avant également les côtés de ces auteurs-là qui ne sont pas directement en lien avec le livre, mais qui du coup les rendent attachants. Et ce qu'on leur a demandé à tous, c'est de nous faire une biographie complètement décalée. Donc je pense que les lecteurs, tout le monde se fiche un peu de savoir que un auteur a été médecin ou est dans la vie porte-parole ou que sais-je, voilà, à part si c'est une personnalité ultra connue, mais sinon ça n'intéresse personne. Et par contre, ce que les gens aiment bien, c'est connaître les petits détails des auteurs. Donc on fait des biographies décalées de « on dit de moi que je suis » ou que j'ai telle qualité, tel défaut, et généralement ça apporte, ça rend vraiment l'auteur attachant. Ce n'est plus une personne lointaine, et quand les gens le rencontrent sur le salon, ils reviennent souvent en disant « Ah, mais oui, c'est vous en fait qui faites du jogging, mais qui ne savez pas lasser vos chaussures tout seul. » Enfin voilà, et donc il y a des petites anecdotes comme ça qui créent ce lien avec la communauté de lecteurs. Ok, donc vous n'êtes pas sur TikTok ? On arrive sur TikTok, c'est-à-dire que, en fait,
je suis une vieille, hein, moi, 59 ans, donc moi je suis pas du tout née dans le. Donc j'ai commencé prudemment. Au départ c'était LinkedIn, parce qu'en plus moi je viens du milieu scientifique, donc LinkedIn j'étais bien là. C'était newsletter, je fais mon petit blabla, et puis heureusement j'ai un de mes graphistes webmaster en même temps qui m'a dit bon ben il faudrait un petit peu rajeunir tout ça, et du coup on a commencé prudemment avec Instagram et Facebook. Facebook, on sait maintenant que c'est plus la plateforme des cadras, quinca et plus. Donc, je me retrouvais mieux là-dedans. Et puis, maintenant, TikTok, oui, on commence avec tous les contenus vidéo et tout ça. Mais là, j'ai eu besoin, effectivement, d'avoir un webmaster dans mon équipe parce que seul, faut dire que la maison d'édition, j'étais seule pendant 3 ans. Nous sommes 2 depuis 2 ans et on a un webmaster qui vient d'être engagé. Donc, Et vous voilà. avez publié combien de livres pendant tout ce temps-là? Alors, nous avons 80 titres et 60 auteurs. Ce qui est énorme pour une maison d'édition de cette taille. Oui, c'est du travail jour et nuit parfois, mais c'est du plaisir aussi. Hein. Alors, Romane, est-ce que vous pouvez, vous qui êtes justement au plus près des lecteurs, hein, des fans de littérature notamment, mais pas que, mais aussi au plus près des éditeurs et des auteurs, est-ce que vous pouvez nous donner 3 petits conseils, des règles d'or peut-être, sur la façon dont il faut rédiger un post, de la manière dont on peut assurer sa présence en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire et peut-être ce qu'il ne faut pas faire du tout? Alors du coup, ce qu'il faudrait faire pour les réseaux sociaux, je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas, pour la sortie d'un livre par exemple, il ne faut pas tout miser sur la semaine de sortie. En fait, un livre, il a une durée de vie qui n'est pas que au moment de sa sortie. Donc c'est important, même s'il est sorti il y a 1 an ou 2 ans, de toujours en parler, de toujours le mettre en avant. Et du coup, ce que je pourrais aussi donner comme conseil, c'est surtout ne pas négliger le résumé des livres. C'est une partie qui est souvent négligée, qui est très importante. En fait, une fois que le lecteur il a vu la couverture du livre, il va aller lire le résumé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il va choisir s'il va l'acheter ou pas. Donc, il y a un phénomène assez connu en ce moment qui s'appelle le mismatch marketing. Et c'est ce qui arrive énormément en littérature. En fait, ça va être de mettre en avant une communication, de mettre en avant, par exemple, la tonalité d'un livre qui va pas forcément refléter la réalité du livre. Et par exemple, ça va être avoir un ton hyper rapide pour le résumé, sous-entendre qu'il y aura beaucoup de rebondissements, beaucoup de plot twists. Et au final, le ton du livre va être plutôt lent. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais, mais du coup, ça va pas attirer le bon lecteur pour le bon livre. Et c'est surtout ce qu'il faut éviter. Donc, je dirais, par exemple, pour le résumé ou pour le livre, en fait, si le livre va avoir un ton assez neutre, assez lent, et faut que la couverture, faut que la communication mise derrière, faut que le résumé traduise ça. Et inversement, si le livre va être haut en couleur, faut que la couverture soit haute en couleur aussi. Et aussi, je dirais qu'il faut pas négliger la communication des auteurs pour leurs livres. Oui, c'est ça. En fait, il y a un humain derrière le livre. Alors, ok, on achète l'objet, mais on achète aussi l'histoire de ce livre et du coup tout le travail que l'auteur a fait derrière. Et voilà. Et si, par contre, pour la fiction aussi, ce que je dirais qui plaît énormément, et c'est ce qu'on remarque nous sur l'application, ça va être de mentionner les tropes des livres. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les tropes, ça va être le fil conducteur du livre. Par exemple, en romance, la trope la plus connue, ça va être le enemies to lover. Donc ça va être des ennemis qui deviennent amoureux. Par exemple, pour le thriller, on peut avoir le huis clos, on peut avoir le gore, on peut avoir l'horreur. Donc ça va être le fil conducteur du livre. Et s'il y en a un, ça va être important de le mentionner. Comme ça, le lecteur va directement savoir si c'est un sujet qui l'intéresse ou pas. Voilà. Et on mentionne que c'est un trope au moment où on poste, ou comment on fait? Pour communiquer là-dessus, par exemple, sur les posts Instagram, il y a beaucoup de maisons d'édition qui mentionnent, donc qui vont écrire du coup le résumé du livre ou ce qu'ils veulent mettre en avant du livre. Et à la fin, ils vont écrire trope, 2 points, et mentionner toutes les tropes qu'il va y avoir dedans. Je pense que c'est super utile. Enfin, je ne sais pas si parmi vous il y a des éditeurs, mais les infos que nous donnent à la fois Yasmina et Romane, c'est assez concret et relativement facile à mettre en place. Benoît, on revient vers notre TikTok Shop.
Aujourd'hui, donc, on voit bien, être présent en ligne via un site, ça suffit plus. Il faut déporter les canaux. Il faut les canaux de vente, mis à part en librairie et sur les sites de vente. Est-ce que votre solution, elle est à portée de tous les éditeurs? Et j'ai une deuxième question qui vient derrière. Quel type d'investissement il faut prévoir? Et est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place concrètement un TikTok Shop? Quelles sont les étapes à respecter? D'accord. Donc la première question, c'était sur... La présence en ligne. Oui, la présence en ligne. Est-ce que c'est à la portée de tous les éditeurs? Oui, est-ce que c'est à la portée de tous les éditeurs? Est-ce que avoir un site ne suffit plus, je crois. Donc sur cette question-là, moi je me la pose pas comme ça. Je me dis qu'aujourd'hui on est là pour conseiller nos clients sur la vente directe. Et donc aujourd'hui, TikTok est effectivement un vecteur de recommandation et a mis en place un système qui permet d'acheter dans l'application. Et donc effectivement, il y a un intérêt à lier la vidéo, la narration à l'achat directement dans l'application. Donc mon rôle, c'est d'amener les clients dessus. Ensuite, je voudrais revenir sur deux choses qu'ont dit Yasmina et Romane, qui me paraissent essentielles, quelle que soit la plateforme sur laquelle on communique. Yasmina parlait d'identité. Moi, je le lis à l'authenticité et je le lis derrière à la narration. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, on est là pour raconter une histoire authentique. À partir du moment où on prend cet angle-là, je pense dans la communication, quel que soit le vecteur, on augmente sa communauté et on commence à travailler son identité. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Et sur TikTok, bien évidemment, le vecteur, c'est la vidéo. Et je pense que c'est essentiel de partir de ce point de départ qui est l'identité. Après, c'est des moyens techniques, éventuellement du budget, ou de faire travailler les auteurs, bien évidemment, parce que ça contribue à l'authenticité et puis ça démultiplie aussi les forces. Donc c'est intéressant. Sur l'accessibilité de l'offre, nous, notre modèle économique, de plus en plus, il est la commission sur vente. C'est-à-dire que on s'associe au succès de l'acteur. Alors pour EasyBook, on a une petite partie fixe, plus de la commission sur vente. Mais pour la partie TikTok Shop, en fait, TikTok prend aussi de la commission sur vente. Donc c'est-à-dire que l'éditeur ou le libraire se crée sa boutique. TikTok, je crois, a une commission moyenne de 5%. EasyBook prend une commission aussi quand on lit la boutique TikTok à la plateforme de l'éditeur. Juste, je vous coupe. C'est moins que la commission d'un libraire oui. Quand on additionne les deux? Oui, quand on additionne les deux, nous on est à 10% et TikTok est à 5%. Voilà. Et donc on accompagne l'acteur pour l'éditeur ou le libraire pour créer sa boutique. Et après, quand on lit techniquement les choses, on envoie le catalogue, on réceptionne les commandes, on le lit à ses outils, que ce soit outils logistiques, CRM, marketing ou autre, via la boutique EasyBook justement qui est faite pour ça, qui centralise. Donc c'est assez accessible de le faire puisque c'est vraiment rattaché aux ventes. Voilà. Okay. Il n'y a pas d'autres frais. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un éditeur a déjà son site de vente en direct, au-delà des plateformes de vente sur lesquelles il est présent, et qu'il veut être sur TikTok et passer donc par EasyBook, ça veut dire qu'il faut envisager une migration de son site où on peut plugger l'outil sur le site existant. Non, EasyBook, c'est une solution complète de site internet. Voilà. Et en plus, c'est métier, on envoie les métadonnées, on est vraiment... par exemple, une des particularités, c'est qu'on est vraiment ISO sur la norme ONIX, qui est vraiment le protocole de transfert de métadonnées dans le monde du livre. Et du coup, on fait plein de choses, des connecteurs de métadonnées vers les partenaires, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc c'est une solution qui est complète. Donc effectivement, si on passe par nous, mais pour ce service-là, c'est-à-dire le service qui consiste à envoyer un catalogue et à réceptionner les commandes et à envoyer les stocks à TikTok, on est obligé de passer par une plateforme EasyBook et donc de migrer. Mais l'éditeur qui a son propre site de e-commerce peut aussi ouvrir son TikTok Shop tout seul et faire ses ventes sur TikTok et se débrouiller avec son site. Voilà. Okay. Nous, notre particularité, c'est qu'on lie les deux. Voilà. D'accord. Yasmina, on va revenir à vos expériences réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de grandes réussites au niveau éditorial et la portée sur les réseaux et aussi quelques grands flops
Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter pour montrer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur les réseaux? Alors c'est vrai que moi c'est surtout, enfin on retient souvent les flops, hein, les réussites quelque part. Peut-être que voilà, on se dit que ça ne peut que réussir. Par contre, les flops vont généralement beaucoup plus mal, donc on s'en souvient. Alors un premier flop qui a été quelque chose de terriblement stressant. Donc effectivement, j'avais demandé à une agence de communication de se charger de différents posts, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Facebook, et en même temps, eux m'avaient convaincu qu'il fallait faire de la publicité payante. Donc voilà, on avait établi un contrat avec une certaine somme, mais qui était quand même déjà assez onéreuse. Et sur une année, parce qu'effectivement, il y a différentes parties, des moments promotionnels, des moments... donc voilà, donc sur une année, on avait vraiment une vue d'ensemble incroyable. Et puis, je me suis retrouvée début décembre en me disant, je vais prendre un peu d'avance et je vais commencer à aller chercher mes cadeaux d'entreprise, à aller faire les derniers achats pour diminuer les frais au niveau fiscal et tout, avant de changer d'année. Blocage complet de ma carte bancaire, un compte leucémique, mais plus que leucémique, avec mon banquier qui me dit mais qu'est-ce que tu fous avec ton fric? Je dis déjà moi je me le demande aussi parce qu'effectivement j'ai pas acheté grand chose, donc je ne vois pas trop. Et puis en fait l'agence de communication pendant plusieurs mois n'avait fait aucune publicité payante et a tout misé en un mois. Donc tout le budget de l'année est passé en un mois, sauf que effectivement, comme on a des limites, voilà, tout a été bloqué. Facebook m'est tombé dessus en disant vous ne payez pas, on vous bloque votre compte. Enfin, ça a été comme la théorie des dominos. Hein. J'ai vu tout qui commençait à se fermer les uns après les autres. Donc, eh bien, il a fallu réapprovisionner tout ça au moment des fêtes, ce qui est génial. Donc, c'était un grand moment de solitude. Donc, voilà un de mes grands flops. Un deuxième flop qui est de nouveau lié à la même agence de communication. Je vous rassure, j'ai changé. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'était au cours de la même expérience. En fait, cette agence n'avait aucune connaissance du livre. Et donc ça, je dirais que c'est un conseil aussi. C'est un peu de voir quel est le portefeuille des différentes agences de communication. La même chose, voilà, j'entendais mon confrère qui parlait de sites Internet, les sites Internet aussi. Enfin, c'est pas... Avoir un hébergeur, c'est quelque part un peu facile, mais avoir vraiment une agence qui vous accompagne et qui sait dans quel domaine vous êtes, c'est tout à fait différent. Donc, le mien n'avait aucune connaissance de ce qui était livre et a commencé à faire des publicités. Et là, par contre, j'ai le ministère des Arts et Lettres, l'association des éditeurs qui m'est tombée dessus. Enfin, voilà, j'étais en infraction, concurrence déloyale. Enfin, je n'y comprenais absolument rien du tout. Et en fait, la seule chose que lui avait eu comme excellente idée de faire, c'était une campagne où il faisait une réduction de 30% sur les livres, puisqu'il s'est dit, comme de toute façon, on donne autour de 30% aux libraires. Je rappelle qu'on est sur le prix unique. Voilà, donc sur la vente directe, il dit, bah oui, si je peux faire 30% aux libraires, forcément, on peut voilà, c'est comme une commission. Il n'a pas pensé plus loin que le bout de son nez. Et alors, il a fait un truc encore plus génial, mais qu'il a fait que c'est moi qui ai offert les livres aux clients. J'ai même perdu de l'argent dessus, parce qu'il a offert les frais de port. Sauf que nous n'avons jamais bénéficié, ouais, super généreux effectivement, donc nous n'avons jamais bénéficié nous d'un prix spécial pour l'envoi des livres ou des documents comme il y a en France. Donc nous, je sais que chez vous c'est occupé à changer ou ça vient de changer, mais en tout cas nous jusqu'à présent c'était quand même des frais qui s'élèvent entre 5 et 6 euros, ce qui est déjà énorme. C'est une boutique internationale, donc vous imaginez quand on envoie en Suisse ou autre, donc un livre que l'on vendait 15 euros, je me retrouvais à un prix de revient de moins 4 euros. Donc voilà, c'était une autre bonne nouvelle de cette agence avec qui je ne travaille pas et que j'aurai la gentillesse de taire le nom. Je vous dis juste, allez voir des gens qui sont des spécialistes ou des livres.
Oui, non, mais la première lettre n'est pas intéressante parce que c'est I comme Internet partout. Donc voilà. Non, je risque. Non, non. Mais enfin, vraiment des gens qui savent de quoi on parle parce que on vend pas des télévisions, c'est pas. Et même la philosophie, je dirais. Ces gens étaient au niveau marketing certainement très forts. Mais par contre, le livre c'est pas qu'un objet de marketing. Il y a tellement de choses derrière, il y a du culturel, il y a voilà, et donc on peut pas le traiter comme un simple objet. Eh bien, dites donc, Je suis toujours vivante. c'est bien. Si, il y a eu des succès. Non, non, je vous rassure, c'est ce que je dis, c'est parce que dans la vie, on retient toujours plus le négatif que le positif. Mais en fait, le plus grand succès que l'on a eu, c'est vraiment quand on a trouvé notre identité et qu'on a dévoilé. Donc, la maison d'édition s'appelle Le Lion Zélé, parce que je suis originaire de Venise où il y a le lion de Saint-Marc et que j'habite Waterloo où il y a le lion de Waterloo. Et donc il fallait que... Et quand j'ai ouvert ma maison d'édition, je suis malheureusement tombée malade. Donc j'ai dû la mettre en repos pendant 2 ans. Et puis je me suis dit, non mais là, il est quand même temps que tu mettes les bouchées doubles. Donc il est devenu Zélé avec un petit jeu de mots, Z''AILE. Et donc on lui a fait un look génial. Et notre lion est simplement à croquer. Et dès qu'on l'a mis en ligne, on a eu vraiment énormément à la fois de ventes, mais aussi de nouveaux followers et un engouement pour ce qui est devenu une mascotte. On va revenir vers Romane. Donc votre mission, c'est de créer de liens, d'inciter les jeunes notamment, mais peut-être pas que, à lire. Mais aussi, vous avez toute une mission où vous analysez les comportements des lecteurs via votre plateforme, via votre back-office. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous analysez et ce que vous en tirez sur les tendances? Alors du coup, c'est vrai qu'on analyse énormément le comportement des lecteurs. Alors de formation avec mon associé, on est ingénieur en intelligence artificielle. Et du coup, on a créé une petite IA, mais plus calme que ChatGPT. Et donc en fait, elle va analyser tout ce que l'utilisateur a lu, a aimé, les livres qu'il allait regarder, du coup, par exemple, le type de couverture qu'il aime bien, par exemple les tropes qu'il aime bien justement, ce qu'il a commenté pour savoir ce qu'il a aimé dans le livre aussi. Et du coup, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière l'utilisateur, mais on sait ce qu'il aime lire. Donc, on ne va pas du tout se baser sur les données démographiques, par exemple, sur le pays dans lequel il est, sur l'âge qu'il a, sur le genre de la personne, pour faire nos recommandations quotidiennes. On va surtout se baser sur ce qu'il a aimé. Et c'est uniquement à ça que nous servent les données des lecteurs. Et au-delà de ça, ça va aussi nous aider pour aiguiller les éditeurs, à savoir pour connaître leurs lecteurs à eux. Par exemple, on va, du coup, pour chaque mise en avant pour les éditeurs, on propose aussi un compte-rendu sur le persona de leurs lecteurs. Donc on va pouvoir leur dire les autres livres des autres maisons d'édition qu'ils ont aimés. On va pouvoir dire les autres auteurs qu'ils ont aimés. On va pouvoir leur dire les livres que leurs lecteurs n'aiment pas, les genres que leurs lecteurs n'aiment pas. Par exemple, pour une maison de romance, c'est possible que leurs lecteurs aiment aussi des thrillers, c'est pas impossible. Donc du coup, on va vraiment faire des profils littéraires à chaque personne qui utilise l'application. Et du coup, ça va aider le lecteur pour avoir des recommandations très précises et l'éditeur ou l'auteur pour savoir ce que son lecteur aime lire ou pas, sans se baser sur le préjugé la femme va forcément aimer de la fiction, de la romance, ou l'homme va préférer une autobiographie d'un sportif. Ok. Et ces données, donc, vous les communiquez aux éditeurs pour les aider à monter leur campagne avec vous. Benoît, on revient sur notre cher TikTok. En 2022, alors j'ai pas de chiffres récents parce que TikTok est très avare de chiffres, mais en 2022, le hashtag BookTok avait généré déjà 2 milliards de vues. Les mots-clés comme book, books, etc. comptabilisaient environ 996 millions de vidéos vues. Donc c'est monstrueux. Nous n'étions qu'en 2022, nous sommes en 2025. Le hashtag livre au singulier et au pluriel, c'était 630 millions de vues.
Donc, partant de ces chiffres qui sont même très anciens, et à mon avis, on a dépassé évidemment ces chiffres-là, est-ce que vous avez un retour sur la transformation que pourrait générer un TikTok Shop pour un éditeur, par exemple? Et est-ce que selon vous, ce sont les nouveautés ou plutôt le fond de catalogue qui peuvent attirer le plus? Parce que moi, j'ai vu sur TikTok qu'au moment de l'explosion de ce fameux hashtag BookTok, c'était plutôt des livres, ce qu'on appelle de longue traîne, c'est-à-dire des livres qui étaient même passés sous les radars au moment de leur publication, qui ont explosé, notamment aux États-Unis. Donc ça a été la surprise totale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça? Alors tu parlais, Elisabeth, de 2 milliards en 2022. Moi, j'ai trouvé 200 milliards en 2024. Ah bah Voilà. Je les ai pas vus. Mais bon, les chiffres, il y en a plein. Et on va pas faire une bataille des chiffres, mais c'est vrai que tous vont dans le sens, effectivement, d'une recommandation et d'une augmentation des ventes là-dessus. Pour un éditeur aujourd'hui, pour un libraire, pour un auteur même, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure sur l'identité et l'authenticité. On va faire quelques ventes par jour pour un éditeur connu si on ne fait aucune communication. Donc ça peut marcher quand même, on peut trouver des livres. Là, ce qui va jouer, c'est l'enrichissement des métadonnées, hein, c'est-à-dire que faire en sorte que le livre soit trouvé s'il est cherché. Ce qui va faire la différence et ce qui va faire l'explosion, c'est le narratif. Et c'est effectivement le fait de faire de la vidéo authentique, donc par les auteurs, par des professionnels, par la maison elle-même. Il y a des libraires qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux. J'en connais quelques-uns qui le font assez bien. Le fait de pouvoir le faire en liant le produit à vendre aussi. Voilà, c'est ça qui peut faire exploser les choses. Sur la question nouveauté, livre ancien, il y a une statistique intéressante que j'ai trouvée aussi, c'est qu'en fait, les deux fonctionnent, mais pas pour la même raison. La nouveauté, c'est vraiment l'effet nouveauté, et l'effet, on joue sur le côté, il y a une nouveauté, donc on va communiquer dessus, il y a un budget en général qui est accompagné, donc il y a d'autres initiatives en matière de communication qui se font autour et qui portent la sortie du livre. Pour les livres anciens, j'ai trouvé une statistique, 489% en 2024 d'explosion des ventes de titres anciens grâce à BookTok. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une renaissance de certains livres qui sont sortis il y a 5 ou 10 ans par l'intermédiaire d'un moyen et d'un réseau social qui est assez récent, qui se base sur la vidéo et la narration et qui permet de faire revivre des livres anciens parce qu'on les découvre autrement, par la vidéo notamment. Et le fait de pouvoir effectivement les lier cette narration vidéo avec un acte d'achat directement in-app, ça fonctionne relativement bien. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Le rôle des influenceurs dans tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors les influenceurs vont avoir un impact énorme sur les ventes de livres, notamment pour la fiction. Après, il faut savoir que ça tend un petit peu à changer puisque beaucoup de maisons d'édition et beaucoup de lecteurs dénoncent les partenariats payants entre maisons d'édition et influenceurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'influenceurs mettent en avant des livres qu'ils n'ont même pas lus. Donc ça tend un petit peu à changer, mais c'est clair qu'un influenceur qui est suivi et on va dire qui est honnête et qui recommande les livres qu'il aime bien aura un impact énorme sur la vente de livres puisque le bouche-oreille, c'est ce qui fonctionne quand même le mieux pour recommander un livre. Et si quelqu'un qu'on aime bien et qu'on aime bien ses goûts littéraires va recommander un livre parce qu'il l'a bien aimé, on sera beaucoup plus susceptible de l'acheter et on aura une beaucoup plus grande confiance en celui-ci. Je peux peut-être juste apporter une précision dont on n'a pas parlé, c'est que sur effectivement TikTok Shop, on a des influenceurs qui peuvent devenir affiliés en fait d'une marque, C'est bien important. évidemment moyennant une commission également. Et je rejoins Roman, il y a effectivement une critique qui est en train d'émerger sur un certain nombre d'influenceurs qui vont se servir des outils d'IA, notamment un peu généralistes comme ChatGPT, pour faire une sorte de chronique du livre, mais sans l'avoir lu eux-mêmes, donc ça manque un peu d'authenticité. Mais du coup, ça marche aussi un peu moins bien. Vaut mieux passer par une IA alors. Vaut mieux passer par une IA. Non, mais je pense que voilà, plaisante. c'est ce qu'on disait, c'est l'authenticité qui fait qu'aussi, Mais voilà, oui. quand on a lu le livre et qu'on a envie de le porter, je pense que ça marche plus que si on a fait faire même une très belle synthèse par ChatGPT qui est assez performant pour ce genre de choses, mais ça manquera un petit peu d'authenticité. Ouais. On est d'accord.
On arrive au terme de cette table ronde. On va garder 2 minutes pour des questions. Je vais faire un petit tour de table. Alors, Benoît, si vous voulez reprendre le micro, si vous aviez 2 conseils à donner à des éditeurs, à des auteurs ou même à des libraires, lesquels seraient-ils sur une présence réseaux sociaux? J'en ai parlé. Alors, le travail des métadonnées. Ça, c'est important, même dans le cadre d'une vidéo. Je vais focaliser un peu sur TikTok Shop, du coup, vu que c'est mon sujet. Oui, oui. Dans le cadre d'une vidéo, voilà, les métadonnées sont aussi importantes que la vidéo en elle-même, parce qu'elles permettent la recherche. Hein. Et donc, ça, c'est très important de bien les enrichir. Yasmina parlait tout à l'heure aussi d'avoir des biographies d'auteurs qui sont un peu différentes, parce que c'est vrai qu'on s'en fiche de savoir si c'est le médecin, mais par contre d'avoir des anecdotes sur l'auteur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que voilà, cette façon de faire et d'enrichir les métadonnées de manière astucieuse, c'est intéressant. Le deuxième conseil, c'est la narration, c'est-à-dire encore une fois l'authenticité, l'identité, partir de ce point de départ. J'ai vu beaucoup d'éditeurs, beaucoup de libraires qui voulaient à un moment dire il faut absolument que je sois sur les réseaux, etc. Puis qui postaient leur couverture. Voilà, on a sorti un livre. Bon, ça, c'est de la publicité, ça marche pas. Et donc, en plus, c'est très chronophage. C'est-à-dire qu'il y a plein de plateformes, il y a plein de choses à faire, c'est hyper chronophage. Donc, la reco, c'est vraiment de partir de l'identité, de trouver un angle vraiment propre à chacun, qui fait que vous allez trouver votre lectorat, votre communauté à travers ça. Les auteurs vont y adhérer, et donc tout ça va représenter un ensemble assez cohérent que vous allez pouvoir démultiplier sur les différentes plateformes. Je pense que ça, voilà, c'est mon conseil, mes 2 conseils principaux. Parfait. Yasmina, vos 2 conseils? Pas vouloir aller trop vite. Je crois qu'il faut aussi prendre le temps de voir ce qu'il y a derrière chaque réseau social. Essayer de bien comprendre aussi les différents langages, les différentes présentations. Je crois que souvent, et la suite méta pour ça est parfois un peu traître, parce qu'on peut coupler, faire un post qui est à la fois Instagram, à la fois Facebook. Je pense que c'est une fausse bonne idée, parce que ça, oui, on va gagner en temps, mais en fait, on va perdre effectivement cette authenticité, comme dit Benoît. Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de se dire, un livre, c'est un auteur, c'est une maison d'édition, c'est un livre. Tout doit être cohérent, le contenu du livre, l'image que l'on donne. Ça, et mon deuxième conseil, c'est de ne jamais tromper le lecteur. Ça ne sert à rien. Moi, je vois même, et c'est pas une question de virtuel, c'est parfois même dans les salons. Moi, j'entends certains auteurs qui, voilà, dans d'autres maisons d'édition ou même en indé, qui disent ah, mais vous cherchez un livre d'histoire, j'écris justement un livre d'histoire. Ah, vous cherchez ceci, j'écris justement cela. Non, ça sert à rien, c'est pas gai, parce que vous allez faire une vente, mais ce lecteur, il reviendra plus. Il aura eu l'impression d'avoir été trompé. Moi, j'ai acheté comme ça un livre qui vraiment était une explosion de couleurs, comme disait Romane. Voilà, on s'attend à un livre joyeux. C'était 3 dames sur un transat, un peu ronde, qui prenaient le soleil. Ça sentait vraiment les vacances à plein nez. Et puis, et moi qui sortais d'un traitement très 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 lourd, j'avais juste envie d'un truc hyper feel good où je me prends pas la tête. Je suis tombée sur un livre où dès le départ c'est chimiothérapie, compagnie et tout. J'en ai voulu à l'auteur et à celui qui a fait la couverture. Je lui ai dit, mais enfin, vous m'avez mis là des couleurs pétillantes, j'étais presque en vacances, et malheureusement, pour cet auteur, je ne rachèterai plus jamais un seul livre, tellement ça m'a fait mal à ce moment-là. Donc il faut respecter le lecteur et pas lui vendre n'importe quoi. Romane? Du coup, en conseil, je dirais qu'il faut adapter la communication de chaque livre en fonction de celui-ci. Par exemple, un livre, je sais pas comment expliquer, par exemple, un livre de fiction, de romance n'aura pas la même communication qu'une autobiographie. Et c'est important d'adapter celle-ci à chaque fois, que ce soit en passant par différentes plateformes, par différents formats, par un différent storytelling. Et c'est vraiment important à ne pas négliger parce que vaut mieux, par exemple, avoir moins de visibilité, mais toucher des personnes où on est sûr que le livre va leur plaire, plutôt qu'essayer de toucher le plus grand nombre, alors qu'on sait de base que le sujet ne touchera pas tout le monde. Donc c'est surtout sur ce point de vue-là qui est important à ne pas négliger.
Moi, je rajouterais un petit conseil, c'est de répondre aux commentaires qu'il peut y avoir sur les posts. Parce que si un lecteur potentiel a vu votre post, ça veut dire qu'il l'a apprécié ou pas, il commente, et s'il n'a pas de réponse, c'est potentiellement un follower que vous pouvez perdre. On est d'accord ? On est tous d'accord, je pense. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux prendre 2 questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser, madame ? Comment justement vous verrez les choses pour des livres qui sont destinés à un public qui normalement n'a pas accès aux réseaux sociaux? Je pense aux livres pour les enfants de 5-7 ans, soit ils ont une lecture accompagnée par les parents ou ils sont en lecture seuls, quand ils sont au CP-CE1, ils n'ont pas accès à TikTok, pas aux réseaux sociaux. Comment on communique justement pour un livre pour enfants? Parce que quelle est la cible finalement? Il y a quelqu'un qui veut répondre ? Moi, je veux bien répondre. La ligne enfant très jeune est effectivement excessivement difficile. Et là, nous, on a pris le choix d'aller vers justement des réseaux. On va plus trouver les grands-parents, plus les grands-parents que les parents. Les parents sont toujours hyper occupés. Donc plutôt Facebook alors. Donc c'est plutôt Facebook, mais aussi repérer. Vous avez certaines communautés, les seniors de ceci ou les voilà. Donc il faut aussi aller vers les communautés qui sont plus ciblées et à ce moment-là faire une offre. Ça peut paraître anachronique d'aller mettre un livre enfant sur une communauté de seniors, mais non, parce qu'il y a là-dedans vraiment, je dirais, les gens qui vont faire les cadeaux aux petits-enfants. Et ce que nous, on a fait en termes de... On s'est un peu inspiré du monde médical pour cela. Les enfants qui sont malades ont une petite réglette pour dire s'ils ont mal. C'est des petits bonhommes derrière qui sourient ou au contraire, voilà, qui sont fâchés ou qui tirent la tête. Et on a également des petites réglettes comme ça pour les livres enfants où on demande à quelques enfants de remettre la réglette aussi et de dire ah ben moi j'ai bien aimé le livre ou au contraire non je l'ai pas du tout aimé ou c'est le personnage et donc c'est aussi commenter là-dessus, dire tiens voilà c'est un petit échantillon, ça n'a aucune valeur statistique, hein, c'est pas je veux dire ce serait vraiment tromper les gens, mais c'est simplement montrer que voilà on associe également l'enfant et c'est comique parce que même un jeune enfant peut et donc ces réglettes parfois sur certains livres on les vend avec les livres et alors l'enfant peut jouer à la maison et on lui explique tiens tu as bien aimé le bonhomme sourit ou bien donc voilà, mais les grands-parents c'est vraiment une mine d'or. Oui, moi je rajouterais pour répondre à votre question que évidemment heureusement les enfants la petite enfance n'a pas encore accès au réseau et je dis heureusement. Par contre, il y a des avec les hashtags qu'on a notamment sur BookTok, sur TikTok, sur Instagram, on peut cibler des gens qui sont intéressés par la lecture jeunesse, par des livres d'aventure, etc., etc. Et puis notamment sur Facebook, il y a quand même des groupes dédiés à certains types de lecture. Donc il y a les groupes d'amateurs de polar, il y a les groupes d'amateurs de livres jeunesse, etc., etc. Et ça peut être des groupes prescripteurs beaucoup plus que votre post que vous faites sur votre page. Donc à investiguer, il faut faire des recherches, passer un petit peu de temps, identifier les groupes thématiques qui vous intéressent, dans le polar, dans la jeunesse, dans la fantaisie, dans que sais-je, et puis ensuite se familiariser avec ce groupe, voir un peu ce qu'il met, comment il le fait, et puis poster en conséquence, et puis adapter en fait les posts au groupe. Si vous vous mettez à poster du polar sur un groupe jeunesse, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça peut être aussi une façon de procéder. Quelqu'un d'autre ? Oui, juste pour compléter aussi ce qui a été dit, on a parlé des prescripteurs, donc les grands-parents, les parents, etc. On a parlé des lieux, c'est-à-dire les Facebook, les groupes, etc., où les toucher. Il y a aussi l'angle éditorial, c'est-à-dire les livres jeunesse souvent répondent à des problématiques pour les enfants. Pour les tout petits enfants, ça peut être se brosser les dents, aller au dodo. Pour les plus âgés, un petit peu plus, ça peut répondre à d'autres problématiques. Et souvent, les prescripteurs cherchent des livres qui sont en rapport avec la résolution de ces problématiques-là. Donc, communiquer sur la problématique en elle-même en disant que certains livres peuvent aider.
Et là, on élargit un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut que le livre soit référencé. Donc ça peut être de l'article, du blog, ça peut être d'autres lieux, mais qui vont référencer la problématique à laquelle le livre répond. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. Puis je pense qu'on peut applaudir nos invités parce que c'était passionnant. Et je vous souhaite une bonne suite de salon. Merci beaucoup.